Bonjour, hello, Fortirov, Wigan Session Show. In the festival on Refaire le Monde, today's panel, or this particular panel, is about La fin des mondes, the end of worlds, Deireadh na Grinne. There are the old worlds of the natural world and the human-dominated world with extraction of resources, and the world which is to come, the world which current events may lead to, hopefully. In today's panel, we have three authors and most more than authors, journalists and public figures also, who will be debating these questions and debating a number of topics. Firstly, Nicolas Hulot is a very well-known figure in France. As initially a presenter of a travel sort of nature wildlife program, which is very well known, called Ushuaïa. He was an explorer and later moved into environmental issues. He's been advisor to French presidents and politicians and was Minister for the Environment for 15 months in 2017-18 under President Macron. He's also, of course, the author of many, many books, quite a few of which are books of dialogues with figures from alternative agriculture, philosophy, politics, and so on. His latest book, then, D'un monde à l'autre, came out last year, published by Fayard. It's also a book of dialogue with Frédéric Lenoir, and interestingly, he described his experience as a minister in that book. He also, in 1990, founded the Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme, which is an NGO organization. Our second French guest is equally well known in France. Émeric Caron is a journalist, a television presenter, writer, and I would suggest an environmental, political, ethical thinker. I think a thinker would be a good way of describing him for those who don't know him. He's well known as a TV panelist as well. Émeric his position is anti-speciesist. In other words, the movement which demands basic rights for animals on the basis that they're sentient beings and animals like us humans. And he develops his thought from that standpoint. Among his books are, in 2014, he published No Stake, which doesn't need any translation into English, Anti-Species, 2016, and his latest book, published again during the lockdown last year, La Revanche de la Nature, 27 leçons pour le monde d'après, the revenge, Nature's Revenge, 27 lessons for the world after. He is also a founder member of a political party, REV, which is Révolution écologique pour le vivant. Oisin McGann est un auteur prolifique de romans pour toutes les tranches d'âge, en anglais, allant de l'histoire et l'imaginaire pour les jeunes, et une écriture futuriste dans son roman Small Minded Giants, qui a été publié en 2007, et qui est très pertinent à notre thème. Il s'agit du monde qui reste après une catastrophe climatique qui a créé un monde glaciaire et invivable. Et le dôme est un symbole à la fois de la Terre, mais aussi de la société, et de la dépendance mutuelle de tout et de tous. Il a été auteur résident du projet européen Weather Stations de l'Union européenne, où 5 auteurs de pays différents furent chargés d'utiliser le récit comme outil de prise de conscience du changement climatique. Et comme le hasard faisant bien les choses, son prochain livre sort en mai sur le climat et il s'intitule Short Hopeful Guide to Climate Change. Il sera publié par Little Island et Friends of the Earth. Oisin est donc engagé auprès des organisations comme Friends of the Earth et également la défense des droits des enfants, ISPCC. Tous nos auteurs donc ont été actifs depuis l'arrivée du Covid. Tous ont publié ou publient des livres qui sont un petit peu en prise sur cette actualité. Donc, pour commencer, peut-être Nicolas Hulot, j'ai évoqué votre expérience politique. Nous pourrions parler sans doute de la politique d'un pays, mais aussi de la politique internationale. Et le rapport
qui est souvent difficile, si vous êtes d'accord, qui est souvent difficile entre l'action écologique et la politique, dans le sens politics en anglais, et l'action des États. Oui, parce que quelque part, la réalité écologique, la crise écologique, pour employer un terme générique, remet en cause tous nos fondamentaux. D'abord, elle confronte notre intelligence à ses propres limites. Elle met en exergue que nos démocraties sont prises de court par deux paramètres qui ont fait irruption à la fin du siècle dernier, la précipitation du temps et les enjeux universels. Elle pose une équation que les économistes, qui est une équation difficilement solutionnable, appellent d'une formule, je ne sais pas si cette formule est traductible en anglais, mais que les économistes appellent la tragédie des horizons, c'est-à-dire qu'elle met en permanence en opposition le court terme et le long terme. Et la combinaison des enjeux du court terme et des impératifs du long terme est un exercice qui prend de court toutes nos démocraties. Et puis, je dirais aussi, la politique, et notamment souvent les responsables politiques, ont été, depuis plusieurs décennies, élevés, nourris, en tout cas convaincus qu'il y avait un couple qui s'était formé dans la modernité, un couple indissociable, c'est avenir et progrès. C'est-à-dire que demain serait toujours mieux qu'aujourd'hui et que dans notre arsenal technologique, qui est la déclinaison de notre profusion de sciences, on trouverait toujours un remède aux difficultés auxquelles nous nous sommes confrontés. Et c'est quand même très ancré dans la sphère politique, qui sont parfaitement informés de la réalité de la crise écologique, mais qui conservent à l'esprit une forme de doute, et en pensant que les choses vont quand même s'arranger par elles-mêmes. Et puis il y a probablement aussi ce qui explique parfois la difficulté d'avoir une traduction politique en profondeur qui tient compte de la réalité écologique. On sait les choses, mais on n'y croit qu'à moitié. On pense quand même que nous sommes, comment dire, dans une forme de résidu de positivisme ou de scientisme. Les choses vont s'arranger parce que le génie humain, à un moment ou à un autre, va nous sortir la pierre de Rosette pour sortir ces choses. Donc, il y a tous ces facteurs qui expliquent que autant dans la prise de conscience, et la COP 21 de Paris en a été l'illustration, le diagnostic a été posé, mais en même temps, de là à avoir une approche systémique et de là à partager le constat que la cause, la racine profonde, les racines profondes de la crise écologique, d'ailleurs quelque part qui sont les mêmes racines que la crise sociale, elles trouvent leurs origines dans le modèle économique dominant auquel toutes nos sociétés aspirent. Pour faire très court, un modèle qui épuise, un modèle qui détruit, un modèle qui concentre et un modèle qui ne partage pas. Et ce diagnostic-là fait que parfois tout le monde peut employer le même vocabulaire, mais n'en a pas la même perception. Et tout le monde n'a pas non plus la même perception, parlons de le dire, de l'urgence écologique, c'est-à-dire que ça reste quand même quelque chose d'un peu abstrait dans le logiciel de beaucoup de décideurs. Donc voilà, tout ça pour dire que cette crise-là, cette injonction écologique remet en cause de tels acquis, de telles certitudes, de tels préjugés, de tels fondamentaux qui met souvent nos responsables politiques, je ne veux pas faire d'amalgame, mais dans un espèce d'état de sidération. Et puis, je termine. Ce qui fait que la politique a du retard à l'allumage par rapport à la science, y compris par rapport au mouvement citoyen, c'est qu'on sait à peu près quoi faire, mais on ne sait pas comment le faire. Et puis, en même temps, un enjeu universel et un enjeu qui concerne chaque citoyenne ou chaque citoyen mériterait de partager une vision et d'avoir un minimum de concorde. Et malheureusement, nos démocraties sont plutôt dans une culture de la rivalité, de l'affrontement, plutôt que dans une culture de l'unité. Voilà ce que je voulais dire en termes d'introduction.
Oui, et dans votre livre, là, le dernier livre avec Frédéric Lenoir, vous avez parlé justement de ce conflit entre ce conseil et puis les modèles et le fonctionnement politique. J'ai été frappé par votre utilisation plusieurs fois de la réalité politique au sein d'un gouvernement où tout est toujours dans l'urgence, avec des besoins, des appels contradictoires, et où vous vous êtes trouvé, vous vous êtes senti sur un bateau qui est sur un fleuve en crue. Donc, est-ce que vous avez évoqué ce problème du court terme, de l'urgence, et puis le long terme en ce qui concerne le climat? Oui, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est que la pression du court terme est beaucoup plus forte sur les épaules des politiques. La réactivité et les injonctions permanentes que subissent les politiques au quotidien et auxquelles ils doivent répondre, parce que souvent ce sont l'expression de souffrance, de détresse, de menaces, de situations qu'on ne peut pas laisser perdurer. Donc, tout le système politique, et notamment étatique, est tendu pour essayer de résoudre les difficultés du quotidien. Et cette introduction récente du futur, mais pas un futur à 2 siècles, un futur qui va se manifester dans le cours de ce siècle, encore une fois, elle est nouvelle et elle demanderait un moment, je dirais, d'évaluation, de planification, d'anticipation, de réflexion auquel nos démocraties sont bien en difficulté de céder. Je livre cet exemple, mais je pense que beaucoup de ceux qui ont fait l'expérience gouvernementale pourraient le dire. Je passais mon temps dans cette période où j'étais ministre dans le gouvernement d'Emmanuel Macron à dire: est-ce qu'on peut me laisser réfléchir? Parce qu'on était en permanence dans le réactif. Et nous sommes dans un carrefour de complexité. Et ce qui fait défaut dans nos démocraties, c'est que nous ne savons pas planifier une transition. La crise à l'impératif écologique, qui pour moi est un impératif social également, nécessite une mutation profonde de notre modèle économique. Cette mutation, elle ne peut pas se faire comme ça à l'aveugle, par décret, brutalement, parce que par définition, quand il y a une mutation, il y a des gens qui vont bénéficier de cette mutation, ou des secteurs économiques qui vont en bénéficier, mais vous en avez d'autres qui vont être pénalisés. Si vous n'anticipez pas sur celles et ceux qui vont être pénalisés pour les accompagner et pour les sortir de l'impasse, en démocratie, évidemment, cette mutation n'est pas possible. Et ce qui fait défaut dans la démocratie, c'est cette capacité à planifier. C'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que toutes nos démocraties, mais ici aussi, y compris au niveau des grandes institutions internationales, devraient avoir des lieux simplement en charge des biens communs dans lesquels on associe évidemment les citoyens, les experts, les ONG, les corps intermédiaires, et d'avoir comme seule grille de lecture le futur. Could I come to you perhaps on that, Oisin, on the question, as Nicola mentioned there, the question of that we all know, that governments know perfectly well what the situation is, and the relationship of democratic institutions and state governance to the scientific question. You mentioned that, you've written about that in your forthcoming book on climate change. Yeah, if you'd like to react to other things that Nicola said. I mean, I think there are arguments kind of for positive or negative reactions to climate change. I think it's a bit like if you're falling forward, you got to put your hands out to catch yourself. There's no point having a spiritual attitude about it. So we have to do something. I think often in the way climate change, governments are kind of will react to the appetites of their people. I think they will react to politicians, while they lead, they will lead according to how much tension is kind of being they're feeling from the people they represent. So when we present most of the time when the problems of climate change are presented, they're presented because it's a vast subject. We take things in isolation. We look at one problem at a time, and there's very little time generally in the media. Say in an interview on radio or television or some segment on the news to
give us a wider perspective. So one of the things I think is a big issue is the idea that we do see short term, and we see short term not just in terms of more immediate problems, but also in terms of when we see that this is such a massive problem on a huge scale, the tendency quite often is to be paralyzed by it, to feel this is so big, there's nothing we can do. Because we think in terms of immediacy, and we think in terms of personal first. That's how we react to most problems. That's how we think of the world. So my thrust with the book, and it's deliberately trying to be positive, although it's very hard sometimes to be positive when you're taking in what's happening. And that's a rough draft of the cover. You can see it's cheerful. But the idea with this book was not to look at climate change in isolation, but to look at how it developed with civilization. So our civilization, story of our civilization is a story of fossil fuels. The fossil fuels have fueled our civilization, and they have developed with it. Our civilization is basically built on fire and on burning things. That's where most of our energy has come from. And I think what's missing sometimes when we talk about it is that while it is a massive problem that we have caused, because we have caused it, that is a reason for hope. Because individually we feel powerless against it, but as a civilization we have enormous power. And the problem up to now is we have misused it. We have not taken responsibility for its effects on the earth. And I think when we realize that as individuals we're part of this civilization, it's choosing to give it a direction. But if you're thinking in terms of a government's term of 4 or 5 years, that's the challenge, is to get them to think beyond that. You're optimistic about having the scientific tools to be able to deal with it? I don't think we can look at science in isolation. The idea that you're going to have some scientific discovery that's going to solve everything just isn't going to happen. There are scientific developments going on all the time, and we always have to take those into account as part of the bigger picture. But it's effectively a behavioral problem and a policy problem, in that we have to change the way our civilization behaves, the way we behave towards our environment, and that, I think, it's changing. It's obviously not changing fast enough, but that change has to be encouraged, and people have to feel like they are part of an enormous movement rather than they're part of an enormous problem. I think strength and the hope comes from the fact that there are millions of people around the world already doing things about it and have been doing this. I often think of the teenage strikers who are out there, and they feel like this has just been dumped on them now. When you say, no, people have been thinking about this for a long time. People have been trying to raise awareness about this for a long time. This is you're not starting now. This is a train that has been traveling for a long time. You're getting on a train and you're adding to its pace. So I think the importance is that we look at it and say that it's not a matter of being positive. This is simply the way our civilization has to go. And we have to consciously just make decisions about how to develop wisely and with intelligence and compassion from this point onwards. Nicolas, vous avez voulu dire quelque chose là, je pense. Vous m'avez fait signe. Oui, non, c'est simplement en écoutant la question de l'optimiste, du pessimiste, je pense que c'est une question qu'il faut mettre de côté, parce que dans les deux cas, c'est une forme de capitulation. Les optimistes pensent que tout va s'arranger, les pessimistes pensent que tout est foutu. Personne n'en sait rien. On sait bien que nous sommes sur un point critique, avec cette situation très paradoxale qui est tellement bien illustrée par une phrase d'Einstein. Einstein disait « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions ». Et dans cette phrase, vous avez de l'optimisme et du pessimisme. La profusion des moyens, notre intelligence n'est pas mise en défaut. C'est le fait que nous n'avons pas élevé notre conscience au niveau de notre intelligence. Donc, si nous sommes capables de redéfinir les fins et les moyens, d'orienter notre intelligence, d'orienter notre économie, d'orienter notre recherche vers ce qui est vertueux, vers ce qui est la solution, je pense que nous pouvons éviter le grand choc. Voilà. Mais si nous nous entêtons dans un modèle et que nous nous dispersons sur tous les fronts, on n'y arrivera pas. Donc, nous sommes à un moment critique, la science nous le dit. Ce n'est pas de plus de technologie dont nous avons besoin, c'est simplement,
encore une fois, d'une vision partagée. Voilà. Être capable, vous savez, nous sommes à un moment, il va falloir que nous trions dans les possibles. Tout n'est pas compatible avec l'avenir de l'humanité. Il y a des choses dont il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte des énergies fossiles, il faut qu'on sorte d'une agriculture industrielle, il faut qu'on sorte de la civilisation, du gâchis où on fait des prélèvements indus. Eh bien, tous les moyens, tout l'argent public, toute la recherche doit nous aider à atteindre ces objectifs. Et donc, c'est notre intelligence, utilisant-la à bon escient. L'argent public, chaque denier de l'argent public doit être au service du bien commun. Et on doit retirer tout l'argent public qui est mis dans ce qui est toxique et l'orienter vers ce qui est vertueux. C'est une question, encore une fois, de volonté, d'exigence, de cohérence que nous n'avons pas toujours. Donc, il est trop tard pour être pessimiste, mais il faut avoir un discours de vérité. Le monde de demain va être radicalement différent. Il va l'être de gré ou de force. Et donc, on a tout intérêt à le décider par nous-mêmes. D'accord. Alors, à ce moment-là, je vais appeler Émeric. Vous avez peut-être un point de vue, d'après ce que j'ai lu dans vos livres, vous auriez un point de vue assez différent dans un sens, dans la mesure où ce qu'on ressent chez vous, c'est que il faudra un changement radical, mais on sent bien à travers vos livres aussi le poids et la puissance des intérêts, des lobbies, du statu quo. Qui va rendre difficile peut-être une avancée vers ce nouveau monde. Est-ce que j'aurais raison? Non, vous avez tout à fait raison. Le poids des lobbies, Nicolas pourrait nous en parler, parce qu'il l'a subi de plein fouet en entrant au gouvernement et je crois qu'il le dira beaucoup mieux que moi. C'est l'une des raisons de son départ. C'est lorsque Nicolas a constaté que ces lobbies étaient plus puissants que la force politique elle-même. Mais moi, j'irai encore plus loin que ce qui vient d'être dit. C'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme, sans doute. C'est une question aujourd'hui de changement d'imaginaire. Et c'est là l'énorme difficulté. Ce changement d'imaginaire, il nous avait été suggéré par Cornelius Castoriadis, qui expliquait très bien qu'en réalité, nous faisons société autour d'un imaginaire. Pendant des siècles, cet imaginaire qui nous a unis, nous, les humains, c'était, par exemple, en ce qui concerne le monde occidental, c'était Dieu. Donc, cette idée, par exemple, qu'on vivait sur Terre pour préparer notre vie d'après. Et c'était cette vie d'après qui pouvait être beaucoup plus satisfaisante que la vie d'aujourd'hui. Donc, il y avait un espoir qui se créait autour de cette idée. Ensuite, parce que cet imaginaire a besoin de mythes pour être entretenu. Ensuite, et c'est donc le mythe de Dieu. Ensuite, on a eu le mythe du capitalisme, donc depuis à peu près le XVIIIe siècle. Et c'est ce mythe sur lequel nous vivons aujourd'hui, un mythe qui est aujourd'hui poussé à son excès le plus absolu avec le néolibéralisme. Et c'est quoi l'idée? Le capitalisme, si on devrait définir, ça nous prendrait du temps. Mais en tout cas, l'une des idées du capitalisme, en tout cas, et surtout dans sa forme actuelle, c'est de dire il n'y a pas de limite, on fait ce qu'on veut, on exploite à notre service en vue d'un bénéfice très concret, très matériel. C'est bien plus compliqué que ça, le capitalisme, on est d'accord, mais pour simplifier les choses. Or, c'est un mythe absolu qui avait été dénoncé depuis déjà au moins un siècle, 2 siècles. La philosophe Simone Veil, il y a un siècle, nous disait déjà, mais attendez, on a un problème, c'est que le capitalisme, déjà au début du XXe siècle, elle nous disait, le capitalisme est arrivé à un moment de son existence où il est confronté à la question des limites. Tout simplement, on ne peut pas exploiter des ressources indéfiniment si ces ressources ne sont pas elles-mêmes infinies, et ce qui n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on est dans un moment politique de notre histoire qui est fondamental, qui est celui de la fin des modèles politiques auxquels on peut s'accrocher. Le modèle socialiste tel qu'il s'est incarné dans le communisme et donc dans les pays de l'Est, a connu les échecs que l'on sait et il est tombé à terre il y a à peu près 3 décennies. Et aujourd'hui, on a un seul modèle unique qui s'impose sans aucune autre opposition, qui est le modèle donc néolibéral. Celui-ci aujourd'hui nous montre toutes ses limites, avec le réchauffement climatique, avec également, par exemple, la crise de la Covid, qui est une crise du néolibéralisme, si on va vraiment au fond des choses. Bien sûr, les virus ont toujours existé, mais le fait que les virus aujourd'hui c'est le SARS-CoV-2, mais on en aura d'autres dans quelques années. Le fait que les virus aujourd'hui sont une menace pour l'humanité de plus en plus prégnante, on le sait que c'est dû notamment au fait que nous favorisons la propagation de ces virus par nos comportements, la destruction des forêts, le traitement des animaux,
comment dirais-je, le permafrost qui est en train de fondre et qui va libérer sans doute aussi des virus. Bref. Donc, on arrive aux limites du système dans lequel nous avons tous eu l'habitude d'évoluer, nous tous qui sommes présents sur Terre au moment où nous nous parlons. Nous sommes nés dans ce modèle, on nous a inculqué l'idée du seul modèle possible. Et la grosse difficulté qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut aujourd'hui abattre ce modèle. Il n'est plus possible. Et il faut en imaginer un autre. Et c'est pour ça que je pensais à Castoriadis quand il nous dit il faut déconfiner l'imaginaire pour être capable d'imaginer ce serait quoi un autre monde où l'être humain occuperait une autre place que celle qu'il occupe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il occupe la place de l'espèce dominante, non pas supérieure, mais de l'espèce dominante qui peut s'octroyer absolument tous les droits sur ce qui l'entoure. C'est vraiment ce qu'il se dit aujourd'hui. On a des mouvements écologistes qui se sont créés depuis quelques décennies. Alors, les mouvements écologistes remontent à bien plus loin, mais en tout cas, les mouvements politiques, pour essayer de freiner ce mouvement d'exploitation totale et absolue et de destruction, qui, in fine, va mener à notre propre destruction, à nous, êtres humains. Mais ces mouvements, aujourd'hui, effectivement, essayent simplement de limiter les effets les plus délétères du système que l'on accepte par ailleurs. En disant, par exemple, on va exploiter un peu moins, on va détruire un peu moins les forêts, on va essayer de préserver un peu plus d'ours, un peu plus de renards, etc., etc. C'est un bon début, mais aujourd'hui, c'est plus suffisant face à l'ampleur. La question qui se pose, selon moi, aujourd'hui, c'est de poser vraiment une question éthique, philosophique sur notre place à nous, êtres humains, avec l'intelligence qui est la nôtre, qui est une intelligence de fait supérieure à celle des autres espèces animales, avec cette moralité, cette éthique que nous possédons en quantité supérieure également par rapport aux autres espèces animales, et finalement, se poser la question de nos responsabilités eu égard à ce rôle très particulier que nous occupons dans le monde du vivant. Et la conviction que j'ai, c'est que le rôle que l'on doit avoir, notre capacité de réinventer un nouvel imaginaire, c'est si on assume le fait que, en tant qu'espèce qui a le pouvoir de vie et de mort sur tout ce qui l'entoure, nous avons également la responsabilité qui y est liée. Et cette responsabilité, eh bien, c'est celle un peu des parents face à des enfants. C'est-à-dire que nous devons protéger, nous devons prendre soin de ce qui nous entoure, puisque nous sommes l'espèce aujourd'hui qui détermine l'avenir du vivant sur cette planète. Mais ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il faut reconsidérer complètement la raison même qui fait qu'on se lève le matin. Aujourd'hui, chacun d'entre nous est éduqué dans l'idée que nous devons tous être productifs, puisque de toute façon, notre modèle, c'est le modèle productiviste. Mais nous-mêmes, dans notre quotidien, nous devons l'être. Il n'est pas autorisé quasiment de perdre une journée. Alors, c'est quoi perdre une journée? Moi, je peux passer 2-3 jours à ne rien faire. Enfin, quand j'ai ce luxe, aujourd'hui, c'est un luxe. Ça ne devrait pas être un luxe. La capacité de passer 2-3 jours à rêvasser, à s'occuper de ses enfants, à se promener, à faire du sport, à s'occuper d'un ami qui a besoin de parler. Tout ça, ça fait partie pour moi des priorités autour desquelles on doit se réinventer. Il faut savoir que tous ces aspects qui font de nous des êtres humains, c'est-à-dire cette capacité justement à se perdre dans le rêve, à prendre du temps pour s'occuper des autres, pour moi, c'est ce qui fait justement que nous nous distinguons du reste du vivant, même si, attention, toutes les caractéristiques d'empathie, de jeu, de rêve sont présentes aussi chez des tas d'autres espèces animales. Mais en tout cas, puisque chez nous, c'est développé au maximum, eh bien, c'est ce qui fait que nous restons humains dans un moment très particulier où la machine va occuper de plus en plus d'espace dans nos vies et est en train de nous transformer aussi en homme-machine. On le voit très très bien, hein, nous allons être... Enfin, il y a énormément aujourd'hui de problématiques qui sont en jeu et qui ne sont absolument pas abordées par le monde politique, qui est complètement déficient. Le gros problème, et c'est là que je me distinguerai un petit peu de Nicolas, c'est que c'est encore bien plus grave que ce que vient de décrire Nicolas, selon moi. C'est que nous avons aujourd'hui un monde politique parce qu'il est composé de personnels qui ont suivi des parcours très balisés, en passant notamment par des grandes écoles de technocratie. On a un personnel politique complètement déconnecté de notre époque, qui n'a rien compris à ce qui se passe. Aujourd'hui, vous savez, nous, on est obsédés en France par des débats sur l'islam, par exemple. Ah, l'islam. Il y avait pas, toutes les 3 semaines, on a un débat sur l'islam, mon Dieu, qui met en danger la République, etc. On a un autre débat, ça va être l'immigration. Ah, mon Dieu, l'immigration, etc. Ah, c'est très bien de parler de l'immigration. Moi, je veux bien qu'on parle de l'immigration, puisque effectivement, ça va être un des grands thèmes des décennies à venir. Mais pas pour nous dire, ah, mon Dieu, les 200 000 personnes que l'on accueille sont en train de mettre en péril notre civilisation, cette fameuse civilisation à laquelle on n'aurait pas touché. Même ces idées-là sont des idées complètement rétrogrades, c'est-à-dire ces civilisations complètement immobiles, ancrées dans le passé, qui seraient menacées
par l'évolution. Il se trouve que le cycle même du vivant, ce sont des organismes qui évoluent et qui s'adaptent et qui sont capables de changer. C'est-à-dire que nous, on est complètement, en France en tout cas, on est emmuré dans des débats qui sont complètement arriérés, sans se rendre compte que ces débats n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc, l'immigration, on devrait en parler, mais pour parler des mouvements qui risquent d'arriver dans les années qui viennent, à cause notamment du réchauffement climatique et donc des centaines de milliers, des millions de migrants qui risquent d'arriver à cause de la situation écologique dramatique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle l'écologie ne peut pas se faire entendre de manière opérationnelle dans le débat politique tel qu'il a lieu aujourd'hui, c'est que les partis politiques dans leur ensemble, a fortiori ceux qui nous gouvernent, ne veulent pas, dans le fond, remettre en cause le modèle dans lequel on existe. Or, c'est ce modèle-là qui pose problème. Il est là le souci principal qu'on a aujourd'hui. L'idée, selon moi, c'est qu'on a besoin d'une révolution des idées, d'une révolution politique, d'une révolution économique, d'une révolution philosophique, et que tout doit changer, mais tout. Et c'est très compliqué à expliquer. Nicolas le disait fort justement, des changements radicaux vont forcément impacter des catégories de gens. Donc, quand on essaye de dire, par exemple, on va revoir la manière dont on gère l'agriculture chez nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tout à coup des syndicats qui descendent dans la rue pour défendre leur quotidien sans se rendre compte qu'ils sont eux-mêmes en train de se suicider, que c'est un quotidien, en fait, ce sont des miettes qu'on leur donne aujourd'hui pour survivre, mais que ce qui va se passer pour eux après-demain sera bien pire, alors qu'on devrait tous être autour d'une table aujourd'hui à discuter, par exemple, avec les syndicats agricoles pour dire, vous savez que le modèle dans lequel vous vivez, c'est fini. Donc, on imagine tous ensemble le monde de demain. Il faut qu'on travaille les transitions, effectivement, pour qu'il n'y ait pas des victimes de cette radicalité, d'un changement radical auquel j'aspire. Mais ça, absolument, personne n'est capable de le faire, et notamment parce qu'il y a un lien aujourd'hui très, très étroit, et je vais m'arrêter là-dessus, un lien très, très, très étroit entre les partis politiques capables d'arriver au pouvoir aujourd'hui et le monde économique dominant, et qui ne veut surtout pas être remis en cause. Je voudrais à ce moment-là, puisqu'il y a un terrain commun en quelque sorte entre vous trois, et je le relevais dans les livres de Nicolas et de Oshin aussi, c'est-à-dire qu'il faudra que tout le monde, nous tous, que nous renoncions à un certain nombre de choses dans ce changement de modèle. Et je voudrais vous poser la question, comment est-ce qu'on va faire avec les agriculteurs ou les industries d'extraction, tous les gens qui travaillent dedans, les gens qui vont devoir peut-être renoncer à leur voiture, changement comment? Parce que les réactions, quand on commence à remettre en cause ces modèles, les réactions peuvent être assez violentes. On a vu un peu avec les gilets jaunes en France, c'était une des raisons, je pense. Là-dessus, les paysans remettent en cause très fortement, réagissent très fortement quand on remet en cause leur modèle. Ça, on le voit ici en Irlande et aussi en France, où même le gouvernement a installé donc une unité de la gendarmerie nationale chargée de défendre en quelque sorte le modèle actuel, l'unité Déméter. Donc, comment est-ce qu'on peut dialoguer avec les gens, avec les structures pour ce changement? Oshin, perhaps would you start on that? How do you see this dialogue and this how we are going to bring about this transition into a different way of operating in the world? Well, I suppose I think one of the things that writers kind of should take on for this, the responsibility they should take on for this is interpretation. One of the, I mean, both Nicola and Emmerich have talked about the importance of the need for change, and for change to happen, people have to understand the nature of the problem that we're responding to. And very early on, when people were talking about climate change, it was, there were scientists trying to warn us about what was happening. But it was very hard for normal people to relate that to their everyday life. And therefore, that was very hard for them to make any kind of change. And so it wasn't just a matter of science, it was a matter of the communication of that to people who didn't have an interest in the subject. And
And when I was doing this residency a few years ago, one of the things we had to do was to meet experts in various fields, and we had a talk with some oceanographers and marine biologists. And I decided to ask anybody who knew more about it than I did, why should I care? If I don't have the background that you have, if I don't have the knowledge that you have, why should I care? And the problem with the whole thing is that to care, you have to understand the problem, but to understand it is such a complex problem. You have to care enough to take an interest. And that's a kind of a catch-22 situation. So you have people who, if they don't understand the problem, it's very difficult for them to care and therefore to take action. And so the response from one of the oceanographers was, well, I've given you the facts. What else am I supposed to do? I can't help it if you don't care. And I was kind of really struck by that, because I was thinking these are the people who really need to be able to tell us and kind of communicate this problem to us. But they didn't recognize the gap between being somebody who has all that background and that education and understanding the problem, and people who don't have that background and education or don't have that particular interest. And I think that's the difference between writing fiction and, say, an academic text. Is an academic text will assume that the reader is already interested in the subject. And that's one form of reading. It's one form of taking in information, whereas a fiction writer will assume that you have to keep the person's attention from the very first page, because if you don't get them to page 2, nothing else matters. So engagement is the first priority, not the facts. And I think when you're trying to communicate these issues to people who don't already have an interest, then engagement should be the first priority. I work with teenagers in doing school residencies, and most of what I do, I teach it through storytelling. So we work on stories with the theme of climate change. And the aim is to get them thinking about stories first and climate change second. And that allows for discussion. They take interest because now it's part of a dramatic story that they want to build. And I think when you want to have systemic change, you need a mass movement. You need as many people involved as possible, or you need people to feel as involved as possible. And to do that, you have to make them feel like this is already something they should, not just that they should care about, but they are involved in. And one of the most fascinating aspects of climate change I find is that it affects everything. So no matter what you're interested in, there will be something there that will get your attention. The trick is that you have to tailor the message to the audience. So for instance, Greta Thunberg has been a great kind of inspiring influence, but I think she's a perfect one to aim at the politicians, because they're kind of saying, here's this young girl, 18 now, and she's just saying it as it is. And it's a real challenge. And to have children or young people saying to these politicians in their face, you have to do something, is an excellent motivator. But on the other hand, we have young people growing up who are suffering real anxiety because of these issues and feel powerless because they're young, the adults are in control, and they're listening to Greta Thunberg, and it's causing them huge anxiety. So I think you have to tailor the message in a way that is specific to each audience that you're aiming at, and is also empowering, so they don't feel like they immediately go from the point where they don't care or they don't know enough and won't do anything to the point where they feel overwhelmed and can't do anything. So somewhere in the middle, you have to catch them. You have to get them interested enough that they care, that they get involved, and also you have to make them feel like there's something they can do. So, saying somebody, the glaciers are melting, you have to recycle your plastic. It's an inadequate response to the threat. You have to feel like there is the resolution. We have resolutions that are on the same scale as the problems that we're facing. And I think engagement is the key term. You have to make people, I think, for instance, using the image of the polar bear on the little iceberg, on the little piece of ice, I think anybody who cares about polar bears is already on board. I think it's a redundant image. You have to find what people are interested in. And that means communicating on a very specific, very targeted level. So making huge blanket statements that everybody's affected doesn't get people involved. You have to find out, who am I talking to? What is important to them? Is it a farmer? Okay, well, let's say you're not going to have fodder for the winter because the weather's going to affect how much you can grow during the summer. If it's, if it's a local community, say a place that floods a lot, then that's the issue you start with. So you look at the recipient of the message and tailor the message accordingly.
And I think that's something writers, that's where writing skills come in. That's where communication skills come in. And that's why I think there often has to be this bridge, this communication bridge between people who know the facts, the experts, and the audience. And I think sometimes the science communicators are brilliant as is, but one of the problems with science is that they're very specific. So they can sound doubtful because they're having to say things like there's a 50% chance of a 3-degree rise within the next century. And it sounds like they're not sure, whereas people who are arguing against them can be as certain as they like because they don't have to stick to the facts. So whereas good science communication is not just it's not just using facts, it's appealing to emotion. It's getting an emotional engagement along with using the facts. And I think that's key in whatever audience. So you can't aim at a whole audience, you can't aim at everybody. You have to decide what audience am I aiming at? And how do I communicate best to them? What's important to them? What's my way in? Et Nicolas Hulot, vos réflexions là-dessus, donc sur la question de la communication et puis la résistance, disons, du modèle dominant à ce changement. Et en fait, ce que Oshin aussi a qualifié, je pense que le concept est intéressant. Il a dit dans son livre, il a appelé ça eco-anxiety parmi les jeunes générations, l'éco-angoisse. Qui se répand parmi pas mal de jeunes face à l'immensité du problème. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais vous savez, quand vous posez la question comment rendre désirable, acceptable un nouveau monde, je crois que déjà, il faut avoir un discours de vérité, mais il faut qu'il soit audible. Le discours de vérité, c'est de dire à chacune et à chacun, quelle que soit sa situation géographique, économique, le monde d'aujourd'hui tel qu'il fonctionne n'a pas de débouché, n'a pas d'issue heureuse en tout cas. Et je crois qu'on a ce devoir de lucidité. Un modèle qui, sur un plan écologique, épuise son propre substrat et qui petit à petit, d'une manière presque invisible, nous amène vers la pénurie qui est le creuset de toutes les barbaries, c'est un modèle que personne n'a envie de voir prolonger. Un modèle qui produit un peu de richesse, mais qui ne partage pas la richesse dans un monde où tout se voit, qui confronte les exclus aux inclus, c'est un modèle qui n'a pas d'issue. Donc, chacune ou chacun devrait être en mesure de comprendre que d'ores et déjà, ce modèle qui a fait illusion un temps, il faut qu'on en sorte le mieux et le plus vite possible. Mais pour que chacun en soit convaincu, il ne faut pas que ce sujet-là soit l'objet d'une polémique supplémentaire. Et moi, je m'en désole dans notre propre pays. L'écologie est encore quelque chose de caricaturé. Et ceux qui, comme Émeric, ont une vision assez sans concession de la réalité, parce que la réalité, oui, il va falloir des changements radicaux qui auront lieu encore une fois de gré ou de force. Moi, j'essaie de temps en temps de tamiser un peu mon propos pour le rendre plus digeste, mais au fond de moi-même, heureusement que vous ne lisez pas au fond de mon état d'esprit, parce que je suis excessivement inquiet, parce que je pense que nous avons perdu des décennies précieuses pour opérer une révolution à l'amiable. Et je ne suis pas sûr que les conditions pour opérer cette révolution à l'amiable soient encore opérantes. Mais la première chose, effectivement, et c'est là où les écrivains et les intellectuels doivent nous aider à décoloniser l'imaginaire, à nous sortir de cette crise d'adolescence, à nous sortir de ces illusions de penser que le progrès est quelque chose d'irréversible et que la technologie va tout nous saluer, tous nous sauver, nous remettre, encore une fois, à notre juste dimension. Il y a quelque chose qui ne se décrète pas et je ne sais pas comment on peut la susciter, cette révolution des esprits dont parlait Émeric Caron, qui est excessivement importante, parce que quelque part, nous avons, notre interprétation de la réalité a été troublée par l'hypertrophisation de la technologie. Et comme c'était déjà le cas à l'époque de Descartes, nous sommes devenus des êtres anti-nature. Nous avons construit un espèce de fossé entre nous et le reste du vivant, alors que cet épisode sanitaire que nous traversons vient de nous rappeler brutalement et violemment et tragiquement notre socle biologique. Donc, est-ce que nous pourrions au moins, sur le diagnostic et sur les objectifs, dans nos démocraties, avoir une unité politique pour que si le citoyen entend de chaque responsable politique, chaque intellectuel, qui au passage sont souvent aux abonnés absents sur ce sujet-là, à quelques rares exceptions près, que l'enjeu majeur qui conditionne tout ce qui a de l'importance à nos yeux, à commencer par
l'habitabilité de notre planète pour nos enfants, c'est l'enjeu écologique et qu'il faut revisiter de fond en comble, déjà, on mettra les citoyennes et les citoyens, si on leur dit, dans ce sens-là, il n'y a que de la tragédie, mais ensemble, on peut prendre un autre chemin, et chemin faisant, on verra se dessiner un autre monde possible, dont je n'ai pas une vision très précise, bien entendu. Mais il y a des choses, effectivement, qu'on peut déjà engager. Émeric parlait du modèle agricole. Mais voilà un sujet de schizophrénie de nos sociétés. Le modèle agricole dominant, c'est un modèle sur un plan économique qui est totalement schizophrène. Vous et moi, nous payons 3 fois nos aliments. Nous les payons pour l'espace européen, puisque nous y sommes avec la politique agricole commune, nous le payons chez les commerçants et nous le payons une 3e fois parce qu'il y a ce qu'on appelle en économie des externalités négatives environnementales et sanitaires que l'on doit collectivement prendre en charge. Si ce même argent, pas plus d'argent, était fléché, chaque euro conditionné à un changement de pratique pour accompagner dans la durée la conversion des pratiques agricoles pour revenir tout simplement à de l'agriculture paysanne, à de l'agroécologie pour passer d'une agriculture intensive en chimie à une agriculture intensive en emploi. Si nous diversifions le revenu des agriculteurs pour les aider à lutter contre le changement climatique en stockant du CO2 dans les prairies, en produisant l'énergie renouvelable, on peut changer en quelques années, je ne dis pas en 6 mois, mais il faut laisser aucun agriculteur sur le chemin et donc il faut les aider, bien entendu. Donc c'est une question de volonté. Mais pour que cette volonté, dans des démocraties qui sont très réactives, très vivaces, avec des débats, comme le disait Émeric, souvent stériles sur des sujets qui, sincèrement, sont peut-être très importants, mais ne sont pas dans le registre de la priorité, est-ce qu'on peut demander à tous nos élites, tous ceux qui ont la tête sortie de l'eau, voilà, à un moment ou à un autre, de partager le diagnostic, l'analyse et les moyens et je dirais d'additionner nos intelligences. Mais on est dans un monde qui se divise de plus en plus et ce sujet qui est un sujet central, moi je m'en désole tous les jours, c'est devenu presque un sujet de dérision, l'écologie, alors que qu'est-ce qui se joue ni plus ni moins, c'est l'avenir de l'humanité, sauf que nous avons oublié une chose essentielle, contrairement à ce que l'on croit, c'est là aussi il faut décoloniser les esprits. Pour finir, la vie dans l'univers n'est pas la norme, elle est l'exception, et nous faisons partie de cette exception. Mais alors, comment nous en distinguons-nous, nous les hommes qui nous pensons au sommet d'une pyramide? Ben effectivement, si nous voulons nous en distinguer, peut-être qu'il faudrait que nous nous réconcilions avec notre devoir de responsabilité parce que nous sommes des squatteurs. Nous venons d'arriver, nous sommes les derniers locataires et on est en train de tout foutre en l'air. Je pense qu'il y a des éléments dans le livre de Oisin qui correspondent à cela. Émeric Caron, j'aimerais finir parce que notre temps est compté un petit peu. Vous, dans votre livre Utopie, vous avez justement esquissé l'après. Vous avez des propositions précises du même genre un peu que ce que Nicolas a proposé en ce qui concerne l'économie et les frais cachés du gâchis écologique. Vous avez des propositions dans votre livre et j'aimerais aussi peut-être que vous nous parliez justement de la question des générations et de nos enfants et la question de la planète. Ouais, comme je le dis, moi je crois que nous sommes aujourd'hui incapables d'avoir nous, il y a beaucoup de gens qui, à titre individuel, des chercheurs ou nous qui sommes ici aujourd'hui, qui essayons d'avoir en tout cas ces ambitions intellectuelles en termes de nouveaux modèles vraiment radicalement différents. Mais en tout cas, aujourd'hui, le collectif, tel qu'il s'exprime par les voies démocratiques, est incapable d'accoucher de quelque chose qui soit suffisamment ambitieux. Alors que je pense que, c'est pour ça que c'est vrai que j'avais repris le livre de Thomas More qui s'appelait Utopia, qui avait été écrit il y a 5 siècles quand même, et c'est lui qui a inventé, Thomas More, le mot utopie. L'utopie, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Et quand on se rend compte de la modernité de ce que Thomas More avait été capable de proposer, des choses qui étaient complètement sidérantes à l'époque, ça peut être l'euthanasie, ça peut être la sécurité sociale, ça peut être la retraite, des choses qu'il a écrites à un moment où personne ne pouvait imaginer ces choses-là. Eh bien, j'avais effectivement écrit un livre 500 ans après pour essayer de me mettre un petit peu dans ses pas et de dire qu'est-ce qui aujourd'hui paraîtrait complètement irréaliste quand on discute comme ça autour d'une table, et qui en fait est peut-être le projet le plus réaliste qui soit. Car en réalité, l'utopie, c'est de croire que le modèle dans lequel nous vivons peut perdurer, qu'il est viable. Pour moi, nos
hommes politiques, que ce soit en France, que ce soit ailleurs, que ce soit dans des instances internationales, sont tous complètement déraisonnables. Alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde la science nous montre un petit peu le chemin à suivre. Et dans tous les domaines, moi qui suis un passionné d'éthique animale, donc vous l'avez dit pour les droits des animaux, eh bien c'est la science qui nous indique aujourd'hui qu'il faut donner des droits aux animaux. C'est pas simplement une idéologie, une sensiblerie sortie de nulle part. C'est simplement l'éthologie, les neurosciences qui nous en ont tellement appris depuis quelques décennies qu'on se dit mais finalement ce qu'on fait subir aux cochons c'est plus possible. Et bien de la même manière, c'est la science qui nous dit aujourd'hui l'exploitation du vivant tel qu'on la pratique aujourd'hui est absolument suicidaire. Bon. Et cette science-là n'est pas écoutée. Alors, quand on met tous les éléments dont on dispose, c'est-à-dire même si l'imagination humaine est quand même limitée, bien évidemment, à tout simplement au fruit de son expérience à travers les quelques millions d'années depuis lesquelles elle est apparue, il y a quand même des choses qui découlent de tout ce qu'on sait. Par exemple, le travail, aujourd'hui, quelqu'un qui milite encore pour le plein emploi, c'est complètement irréaliste. Un homme politique qui arrive et qui dit « avec moi, ce sera le plein emploi », c'est du pipeau total. Tous les éléments scientifiques aujourd'hui nous disent qu'il faudrait travailler dès à présent, mais comme des gens comme Keynes, d'ailleurs, nous y invitaient en leur temps, travailler dès à présent à faire en sorte que le travail, ce ne soit plus que entre 15 et 20 heures pour chaque être humain sur cette planète. Si on veut vraiment partager le travail, mais aussi pour libérer l'être humain, pour qu'il puisse se réaliser et retrouver du temps pour des tâches qui sont essentielles pour qu'il soit profondément humain, c'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, s'occuper des autres, pouvoir avoir des activités émancipatrices, mais également participer des activités démocratiques. Par en réalité, et c'est l'un des vrais soucis aujourd'hui, ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais la crise écologique s'accompagne d'une crise de la démocratie. C'est-à-dire que on le voit bien, on posait la question tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a des actions qu'on peut mener à titre individuel, par exemple, si on s'intéresse aux droits des animaux, eh ben ça, il y a concrètement quelque chose à faire puisque le citoyen n'existe plus. Vous savez, aujourd'hui, il est remplacé par le consommateur. Le droit de vote n'a quasiment plus aucune incidence. En revanche, ce qu'on achète, ah bah oui, ça peut influer. Donc, on mange plus de viande. Par exemple, je ne mange plus de viande. Alors, tout à coup, il y a des alternatives véganes qui se développent, etc. Donc, on n'a que ce biais-là, mais il est quand même très limité parce que oui, alors on peut dire je prends plus l'avion. Donc si tout le monde dit je prends plus l'avion, il va forcément. Mais vous voyez un petit peu les efforts que ça nécessite, ça va être très 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 long si on ne se fie que sur ces comportements individuels. Il faudrait en effet des changements structurels profonds dans nos voies démocratiques. Nous, on a eu une convention citoyenne sur le climat il y a quelques mois. Donc, ce sont des citoyens tirés au sort qui ont été amenés à proposer des solutions pour justement lutter contre l'échauffement climatique, l'érosion de la biodiversité, et ainsi de suite. Et il est ressorti de là des propositions extrêmement intéressantes. Donc, on était vraiment dans un exercice de démocratie pure, avec des gens qui arrivaient sans aucune idéologie, ils venaient pas d'un parti. Et à l'issue de plusieurs mois de réunions, de réflexions, en écoutant des experts, ils se sont mis d'accord sur des tas de mesures très radicales, pour le coup, et elles ont toutes été absolument détricotées par notre gouvernement. Donc voilà, si on n'a pas de démocratie, une démocratie forte, on n'arrivera à rien. Donc parmi les idées, pour moi, il y a effectivement une réduction très très forte du temps de travail. Donc, vous imaginez, ça veut dire on voit tout autrement. On consomme beaucoup moins parce que tout est lié. On consomme moins, on travaille moins. C'est un renouvellement complet de nos appareils de démocratie. Il y a effectivement, moi je prône un rapport au vivant complètement changé. On donne des droits à des animaux qui n'en ont pas aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire, parce qu'on n'a pas non plus énormément de temps, le changement le plus radical, ce serait de concevoir l'écologie. Nicolas disait, l'écologie n'est pas prise au sérieux. Alors je suis pas tout à fait d'accord, je nuance très propos, parce que lorsque l'écologie politique est arrivée en France dans les années 70, on se moquait effectivement de René Dumont avec son verre d'eau et son pull qui grattait et quand il nous disait des choses qui se révèlent très, très vraies aujourd'hui. Jusqu'à il y a encore quelques années, les mouvements politiques se moquaient terriblement des écologistes. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est là qu'il y a quand même un changement des mentalités, c'est que tous les partis politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite, se disent écolos. Ce qui est extraordinaire. Alors qu'il y a 15 ans, les écolos, tout le monde se foutait d'eux. Donc, il y a quand même ce changement qui dit quelque chose. En revanche, et c'est le danger, c'est que ce terme d'écolo qui donc aujourd'hui est bien vu, c'est bien vu d'être un écolo, alors que c'était mal vu avant, eh bien, aujourd'hui, ils essayent, ceux qui s'approprient ce terme, de créer une distinction entre des écolos qui seraient soi-disant réalistes ou qui seraient pour la jouissance de la vie, et puis des écolos comme nous, nous qui nous exprimons aujourd'hui, nous serions des peines à jouir, nous serions des types, c'est l'écologie punitive, etc. Et c'est là qu'il y a un mensonge absolu. Et j'irais même plus loin, ce qui n'est pas encore compris sur l'écologie,
c'est que je fais partie de ceux, Nicolas, ça va peut-être le faire sourire, qui pensent que dans une société qui fonctionnerait, il ne devrait pas y avoir de ministère de l'écologie. Pourquoi? Parce que l'écologie est un courant de pensée en lui-même, comme le socialisme est un courant de pensée, comme le capitalisme ou le néolibéralisme sont des courants de pensée très idéologiquement orientés. Et l'écologie, c'est une manière de concevoir la société dans un rapport très particulier au vivant. Ensuite, on peut avoir des discussions sur quelle écologie on veut. Et c'est pour ça que je pense que la révolution, ce serait d'avoir un gouvernement écologiste dans lequel il n'y a plus de ministère de l'écologie, puisque l'écologie infuse partout, dans tous les domaines. L'écologie, ça concerne même le sport. Notre rapport au sport, ça concerne évidemment la culture, l'éducation, ça concerne tout. Donc, je pense en effet que nous sommes à un moment de notre histoire, de l'humanité. Je ne sais pas, je ne suis pas, moi, très optimiste. Les grands changements dans l'histoire ont toujours eu lieu après des grandes catastrophes. Nous, par exemple, les progrès sociaux en France ont été hérités d'un truc absolument terrible qui est la Seconde Guerre mondiale et du Conseil national de la résistance. Et c'est là qu'il y a eu d'énormes changements politiques, même s'il y avait eu un front populaire avant. Mais bon, entre deux guerres et qui ensuite a débouché sur une guerre d'Espagne, on a quand même beaucoup de mal à apprendre de nos leçons. Donc, c'est là que moi, je suis très inquiet. Je fais partie de ceux comme Nicolas qui militent pour une révolution douce, une révolution par la démocratie, une révolution par la discussion, par la conviction. Mais je ne suis pas sûr du tout que ce soit suffisant. Merci, Émeric. Nous devons terminer bientôt, mais je pense que Oisin voulait peut-être intervenir ou rebondir sur quelque chose que Nicolas a dit tout à l'heure. Oisin, you wish to say something there, I think, about Nicolas' points, and perhaps Emeric's as well, to react to them. Yeah, I mean, I think one of the points there that Emeric made was that instead of treating ecology as a subject or the environment as a subject, and treated as in it is the base of all things, and it is the foundation on which we build. One of the points I'll make in my book is that our atmosphere, our breathable atmosphere, extends about 8 kilometers into the sky. We can get down to about 11 kilometers in depth into the ocean. Most of the time, we need vehicles or support systems to do this. That is the depth of our environment. That's the scale of it, and we tend to forget how thin this layer of life around our Earth is. And if we're not taking care of that first, nothing else is going to have any life for any length of time. So I think we have to look at the Earth as in everything we do, we have to consider its effect on the Earth first. And I think that has to become a priority of governments everywhere and a priority of people. So, but it's hard to keep that in mind. It seems like a huge scale, and yet it is such a thin, delicate skin. It's like the skin of an apple in terms of the scale of our atmosphere. So that should be our priority before we in everything we do, in every kind of large scale thing that we do, we should consider our environment first. Okay, thank you. I think time is running out on us. Le temps nous presse. Donc, je voudrais vous remercier, Nicolas et Émeric, de ce débat. Nous n'avons pas malheureusement pu tout couvrir. Je pense plusieurs choses que vous avez écrites et que je voudrais développer avec vous. Oisin, also, thanks very much for your contribution. And again, the time we were given, I would have liked maybe to get you to say a little bit more about some of your other books, in particular, your future description of a possible world in the Small-Minded Giants, which is a piece of imaginary work, and perhaps imagination, as you said yourself, imagination and storytelling is a way of getting people to connect more with this issue. Just one thing for all three of you, I think in all of your books, at some point, I came across the image of civilization like a huge ship, like a super tanker or the Titanic, which is heading in a particular direction, and that all of you see that this ship is going to have to be turned around. Nicolas, Nicolas, vous avez dit ça dans au moins une fois, et dans le titre d'un de vos livres également sur le Titanic. Donc, je pense qu'il y a là un terrain d'entente entre tous nos intervenants sur cette question que nous devons tous nous
nous atteler à la tâche de dévier ce vaisseau géant de son trajectoire actuelle. Just a quick word about the next session, the next panel in the festival. Donc, restez avec nous, les auditeurs et les viewers. Rendez-vous à 14h, 2h irlandaise, pour un interview de l'auteur Emmanuel Bayemak-Tam. Donc, il me reste maintenant à remercier nos intervenants et l'équipe d'organisation du festival. Merci beaucoup. Chacun veut dire merci. Un petit mot pour terminer. Juste merci, bravo et bonne continuité dans votre festival. Et j'espère qu'on aura l'occasion un jour, comme c'était initialement prévu, de se retrouver à Dublin. Se retrouver à Dublin, bien sûr. Oui, non, vous avez bien ça, oui. D'accord, Émeric, vous voulez ajouter quelque chose? Je serai sur exactement la même humeur que Nicolas. Merci. Je trouve extraordinaire que vous organisiez ce festival. Je regrette effectivement qu'on puisse pas se voir. Et puis surtout, ça nous aurait permis de faire un déplacement dans un endroit qui est extrêmement intéressant. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de le faire. Et merci pour votre opiniâtreté parce que je sais qu'il y a une grosse déception lorsque la session n'avait pas pu avoir lieu il y a à peu près presque un an maintenant. Un an, oui. Il y a déjà de nombreux mois. Ouais, voilà. Donc, je trouve ça très bien que vous n'ayez pas lâché, puis qu'on soit quand même là à essayer de discuter de ces possibilités des nouveaux mondes. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Émeric. Et Oisin, would you like to say a word or two to wrap up? Sorry, I just missed the question. No, I'd echo the same sentiments as that it was a chance. It was a shame we didn't get a chance to meet up and kind of, you miss the community of the festival as well as just the panels. So that was a shame. But thank you very much. It's been a really interesting discussion. I've really enjoyed it. Mm-hmm. Okay, well, in any case, we weren't able to have a live debate, but as the old Irish proverb says, half loaf of bread is better than none at all. So we had, I think, a good discussion given the constraints. So next up, as I said, at 2:00 is an interview with the author Emmanuel Bayemak-Tam. So thank you, everybody, for your participation. Merci de vos interventions.